Ah, Pokémon. L'une des licences les plus connues au monde. Tout le monde connaît Pokémon et il y a de fortes chances que toi, qui regardes cette vidéo, tu as un Pokémon préféré. À l'heure où j'écris ces lignes, il y a plus de 1000 Pokémon qui sont recensés dans 9 générations. Et je pense qu'on est beaucoup à s'être demandé lequel peut être le plus puissant d'entre tous. Certains d'entre vous ont sûrement déjà une idée de la réponse. Si par exemple vous faites de la stratégie Pokémon, vous devez connaître la méta de la stratégie. Sauf que, malheureusement pour vous aujourd'hui, c'est pas de ça dont il sera question. Tout d'abord parce que perso, je suis scientifique, je suis pas fin stratège, mais aussi parce que je suis une énorme quiche en stratégie Pokémon. Du coup, pour avoir une réponse qui me convient, avec l'aide d'un ami, on a décidé de se remettre à l'un des plus grands esprits scientifiques du monde Pokémon. J'ai nommé le professeur Chen et les autres. Oui, vous avez bien compris. Aujourd'hui, on va lire le Pokédex afin de savoir quel est le Pokémon le plus puissant, toute génération confondue. Aujourd'hui, pour commencer, on va donc s'attarder sur la première génération, comptant donc les 151 premiers Pokémon, jusqu'à Mewtwo, et en passant également par leurs différentes formes régionales et les méga-évolutions. On a donc fait un énorme Excel, avec nos avis divers sur ce qu'on lisait. Mais avant de présenter les résultats de ce très long périple, on va faire un petit point méthodologie. Stop! Avant ça, un tout petit point pour remercier toutes les personnes qui ont pu mettre les descriptions Pokédex sur Poképédia, et juste aussi le site en général d'exister. Clairement, cette vidéo n'aurait pas pu être possible sans un accès aussi facile aux descriptions Pokédex par génération. Maintenant, je vous laisse sur le petit point méthodologie. Donc comment on a fait ? Pour la génération 1, on a donc lu les descriptions de la première génération évidemment, mais pour avoir une idée plus globale de ce que les scientifiques ont pensé de ces Pokémon, on a également lu la génération 4, car c'est l'entrée dans la DS, et la génération d'entrée dans la Switch, soit la génération 8 avec épée bouclier. Donc après avoir lu tout ça, on a sélectionné le plus farfelu, stupide, absurde qu'on ait lu par Pokémon, et on l'a classé. Tout d'abord selon la forme, avec des catégories allant de banales à complètement absurdes, ou si jamais elles sont juste glauques pour aucune raison, et évidemment le fond avec leur dangerosité, qui vont donc d'inoffensif à la menace planétaire. Aussi, je rappelle qu'il s'agira évidemment d'avis subjectifs. On est là pour s'amuser et apprendre un bon nombre de facts qui feront de vous un vrai nerd de Pokémon. Et maintenant qu'on est tous d'accord sur comment on va faire, on va pouvoir commencer avec les Pokémon les moins dangereux, les Pokémon inoffensifs. Comme le nom l'indique, les Pokémon de cette catégorie, qu'on va afficher à l'écran, ne devraient pas vous faire de mal et sont pour la plupart safe. On ne va donc pas s'y attarder longtemps malgré leur nombre car ce sont souvent les Pokémon qui ont les descriptions les plus banales et factuelles. Néanmoins, laissez-moi vous présenter certaines anecdotes sur une poignée d'entre eux, notamment, est-ce que vous saviez que Aquali était littéralement de l'eau ? En effet, dans Pokémon Jaune, on peut lire « Sa structure cellulaire est semblable à celle de l'eau », tout en surenchérissant par la suite en disant « Il est invisible en milieu aquatique ». Enfin bref, Aquali, c'est de la flotte. Et pourtant, c'est pas le seul Pokémon avec une composition étrange dans cette catégorie. Ouais, il y a aussi Tadmorve qui, dans Horde Gold Silver, nous raconte que lorsqu'il passe quelque part, les plantes ne repoussent jamais. Ce qui peut être un sacré problème, vous en conviendrez, si jamais il restait pas dans l'état d'ordure. Contrairement à Gros Tadmorve qui, lui, est plus dangereux dans notre tier list, vous l'avez compris. Bon, je vous rassure, tous les Pokémon n'ont pas une structure spéciale, on va dire. La plupart, ils ont surtout des dons exceptionnels. On peut noter Melodef qui a une ouïe très fine, et selon Perle, peut entendre une aiguille tomber à 1 km de distance. On va maintenant parler de Pokémon qui n'entendent peut-être pas aussi bien que lui, mais qui résistent bien mieux. Notamment Chrysacier ou Coquillas, qui ont leur carapace respectivement dure comme de l'acier et comme le diamant. Par contre, les deux sont aussi décrits comme très mous à l'intérieur, contrairement à Sablette, qui lui est probablement le champion de la résistance. Car dans Pokémon Violet, on peut y apprendre qu'il peut se sortir indemne d'une chute, peu importe sa hauteur. C'est-à-dire que là, si jamais tu vas dans l'espace, que tu balances ton Sablette, quand tu redescends, il y aura un cratère, mais au KLM, ton Sablette il aura rien. Je rappelle qu'il fait 60 cm de haut. Vous trouvez ça ridicule ? Moi aussi, et on n'a pas fini, on passe à la vitesse maintenant.
Et on va commencer avec Galopa, qui, selon Platine, peut atteindre les 240 km/h. Mais c'est strictement rien face à Dracolos, qui, lui, pour le coup, est décrit dans Pokémon Violet comme pouvant faire le tour du monde en 16 heures. Alors, attendez 2 secondes, laissez-moi faire rapidement les calculs. Ça fait 2500 km/h. C'est près de 2 fois la vitesse du son. Oui, c'est énorme. D'ailleurs, tant qu'on est sur Dracolos, petit fait sur Draco, sa sous-évolution, il est décrit dans Pokémon épée comme capable de contrôler la météo. Voilà, celui-là, je savais pas trop où le placer et maintenant vous le savez. Alors dans les facts un peu plus ridicules, on peut noter Ronflex, qui dans Pokémon Perle est reporté comme mangeant 400 kg de nourriture par jour. Alors vous pouvez me dire que Ronflex il est aussi énorme, mais il fait que 460 kg. Et sachez que même un panda, qui mange clairement toute la journée, ne mange pas son poids en nourriture par jour non plus. Hein. Quoi ? Vous trouvez pas ça assez ridicule ? Eh bien, cela va de soi. On va parler de Carabaf maintenant. Carabaf qui, selon Diamant et Perle, peut vivre jusqu'à 10 000 ans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais j'avais clairement besoin de vous la donner. Et pour finir dans la partie ridicule de cette catégorie, sachez que Alakazam est décrit dans Rouge et Bleu comme ayant un QI de 5000 et que dans Platine, on y apprend que ce dernier a créé ses cuillères par la force de son esprit. Ou c'est un Pokémon psy, je conviens, mais pourquoi 5000 quoi ? Bon, j'ai dit qu'on avait fini avec le ridicule des Pokémon inoffensifs. Mais maintenant, on va parler de descriptions un peu plus glauques. Et attends. Retire la musique de l'avant-ville de cette piste de montage, s'il te plaît, moi du futur. Parfait. Mets un truc mieux. Voilà. Pour inaugurer cette partie un petit peu glauque, je vous propose de parler de Osley. Je sais que vous savez, l'anecdote est très connue. Vous avez déjà compris qu'on parlerait de lui si vous avez vu son nom quand j'ai affiché les Pokémon de tout le tiers. Mais voilà. Osley est décrit dans Pokémon Jaune comme portant le crâne de sa défunte mère. Et on raconte également que ses pleurs résonnent dans son casque en une triste mélodie. Sans transition, parlons maintenant de Dodrio. Alors déjà parce que pour une raison qui m'échappe, il va moins vite qu'un Doduo, mais surtout parce que dans le remake de Diamant et Perle, on peut apprendre que son évolution est en fait le résultat de la division d'une de ses têtes. Ce que perso, je trouve relativement graphique comme image. Et pour continuer dans la joie et la bonne humeur, je pense que beaucoup d'entre vous savent que si la queue de Salamèche s'éteint, il meurt, comme on peut lire dans le bouclier par « Si la flamme de sa queue s'éteint, la vie de ce Pokémon s'éteindra elle aussi ». Mais je pense que beaucoup moins d'entre vous savaient que Tétart devait rester mouillé pour une raison similaire. En effet, dans Pokémon Rouge et Bleu, on peut lire que ce Pokémon doit rester mouillé pour survivre. C'est le fun, hein. On adore les Pokémon qui meurent ici. Mais si vous en avez marre des Pokémon qui meurent pour des raisons diverses et variées, on peut aussi parler de Pokémon bien vivants si vous préférez. Wow, mais abrités par des parasites. C'est le cas notamment de Paras, où on apprend dans Rouge et Bleu que les champignons de son dos sont des parasites qui se nourrissent de ses nutriments. Et dans Soleil, on nous apprend également que ces derniers lui les volent, et en grande quantité. Pour rester dans les parasites, il y a aussi Flagados, dont on apprend dans Rouge et Bleu que le coquillage sur sa queue, je cite, se nourrit des restes de son hôte. Enfin, pour finir ce segment des Pokémon qu'on a classés inoffensifs, je vous propose de parler de Soporifique. Alors déjà, c'est un Pokémon qui se nourrit de vos rêves. Clairement, on part pas sur une bonne base. Mais dans Heart Gold Silver, on nous apprend qu'il préfère, je cite, les rêves plus goûtus des enfants. Alors ne me demandez pas comment le professeur Shen a eu cette info. J'en ai aucune idée et perso, je n'avais pas besoin de cette information. Mais si jamais je l'ai, vous deviez l'avoir aussi. C'est ma malédiction, je vous la refile. Dommage. Voilà. On a donc fini avec les Pokémon qui normalement ne devraient pas vous faire du mal. On va pouvoir passer du coup à des Pokémon un petit peu plus dangereux, j'ai nommé les Pokémon normaux. En entrant dans ce deuxième tiers, les Pokémon sont donc capables de vous blesser selon le Pokédex. On n'est pas encore sur des dégâts irréparables. Ils sont nombreux, donc je vais les afficher à l'écran. Et tout comme pour les Pokémon inoffensifs, on ne va pas discuter de tous, mais on va quand même s'attarder sur certaines anecdotes intéressantes. Et pour commencer, on a de nouveaux champions de vitesse, notamment Aquatique avec Tartare, qui dans Heart Gold est apparemment capable de traverser l'océan Pacifique en quelques battements de pied. Alors bravo à lui. Mais on a aussi Arcanin, qui peut selon Épée parcourir 10 000 km en 24 heures. Alors,
Rangez vos calculatrices, ça fait 416 km/h. On est clairement loin de Dracolos, mais ça reste rapide pour un chien. Sa vitesse est d'ailleurs pas sa seule capacité étrange. D'après Pokémon Violet, son aboiement serait si majestueux que l'on ne peut que se prosterner. On a donc fini avec les Pokémon rapides pour ce tiers. On va donc refaire un tour du côté de la résistance. Et vous verrez, il y a un thème cette fois-ci. On commence donc par Onix, qui d'après Rouge et Bleu, aurait ses pierres qui durciraient comme le diamant. Crustabri, quant à lui, d'après Pokémon Jaune, aurait sa coquille qui serait plus dure que le diamant. Alors vous me direz que voir ces Pokémon avoir un élément très résistant, c'est assez logique. Mais par contre, ça l'est déjà beaucoup moins pour Ponyta, qui d'après Rouge et Bleu aurait ses sabots qui seraient plus résistants que le diamant. Oui, encore le diamant, je vais finir par faire un compteur. Mais pour le coup, ça reste toujours moins résistant que Grolem, qui est décrit comme indestructible dans Rouge et Bleu. Et petite anecdote supplémentaire, dans Soul Silver, on nous dit qu'il se déplace de montagne en montagne en se faisant exploser. On a parlé de résistance physique, mais qu'en est-il de la résistance à la fatigue ? Pour le coup, on a deux bons candidats. Papillusion et Roucoups, alors que les deux font environ 1 mètre, sont capables de transporter des charges sur respectivement 10 km et 100 km. Bon, 10 km c'est pas énorme vous me direz pour de l'endurance, mais j'ai oublié de vous préciser que Papillusion pouvait aussi détecter les fleurs à une telle distance. Convaincu que c'est ridicule ? Parfait. Certains Pokémon de ce tiers ont des pouvoirs qui peuvent presque rentrer dans la catégorie de dangerosité suivante. Mais le Pokédex ne précise pas forcément à quel point ça peut être fort ou s'ils sont particulièrement agressifs. C'est le cas notamment de Pikachu, qui, d'après Rouge et Bleu, peut créer de gigantesques orages s'ils sont à plusieurs. Mais on a également Mimitos, qui lui peut créer de très puissants lasers avec ses yeux d'après Violet. Et dans le même style, on a Psychoquack, qui est décrit comme pouvant terrasser tout ce qui l'entoure si jamais il est stressé. Et maintenant, je vous demande d'accueillir notre première forme régionale, avec Galopade Galar, qui apparemment peut percer l'acier à l'aide de ses coups psycho. Un petit peu moins fort maintenant, mais je pense que vous ne vous attendez pas à voir une plante ici. Stop ! À la base, là je devais vous faire un petit segment sur le fait que Chetiflor a de l'acide dans le bide capable de dissoudre l'acier. Ouais, un peu comme le Xénomorphe quoi. Mais ça ruinait le rythme de la vidéo, du coup je fais plutôt cette petite pause à la place pour éviter ça. Ah merde ! Bon continuons. Par contre, le prochain Pokémon dont on va parler, je pense que vous deviez vous en douter qu'il n'était pas inoffensif. Il s'agit de Machoke. Alors, vous devez vous douter qu'il est très fort. Mais fort à quel point ? Alors, petit indice, il fait 80 cm et pèse moins de 20 kg. Combien vous pensez qu'il soulève au développé couché ? Alors ? Perdu ! Il peut soulever un Gravalanche, soit 105 kg dans Diamant et Perle. Et dans Épée, on nous dit qu'il peut soulever 100 adultes. On va maintenant quitter quelque peu la force brute pour nous intéresser à des pouvoirs que j'ai eu du mal à classer pour cette vidéo. Notamment Magnéti, qui, selon Rouge et Bleu, serait capable de contrôler la gravité. Alors ouais, rien que ça, mais son évolution, Magnéton, quant à lui, augmenterait la température de 1 degré sur 1 km autour de lui, et selon Soul Silver, assécherait toute humidité à proximité. Ce qui est clairement énervé pour l'environnement, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais aujourd'hui, vu qu'on évalue surtout la dangerosité individuelle, c'est pour ça qu'il n'est pas classé plus haut dans la tier list. Avant de passer aux descriptions légèrement glauques de cette catégorie, on a parlé d'Arcanin tout à l'heure. Eh bien, un Pokémon que je mets souvent de pair avec lui, c'est Fenard. Est-ce qu'il a Fenard ? Selon Rouge et Bleu, il est décrit comme très rancunier. Très rancunier comment, vous me direz ? Eh bien, très rancunier, comme si... Tu m'attrapes une de mes queues, je te maudis pour les 1000 prochaines années. Ouais, non, faut vraiment pas déconner avec lui. Et pour le coup, rien de tel que de parler de malédiction pour pouvoir introduire la partie glauque de ce tiers. D'ailleurs, vous vous souvenez de Paras ? C'était déjà pas très joyeux, non ? À vous en doutez, son évolution Parasect c'est pas mieux. En effet, il est décrit dans Rouge et Bleu comme esclave de son champignon qui a grandi et est devenu plus grand que lui et a donc pris contrôle du Paras qu'il était. On a parlé prise de contrôle par un parasite, mais que diriez-vous d'un peu de torture ? En effet, le Persian d'Alola est décrit, d'après le Pokédex d'Ultra Soleil, comme un Pokémon cruel qui aime jouer avec ses proies blessées sans daigner les achever. Donc non, ne vous fiez pas au fait que c'est un chat. C'est une créature cruelle et sans pitié. Enfin, pour finir avec les Pokémon normaux, j'aimerais vous parler de Mewtwo. Alors vous avez sûrement dû voir son nom dans la liste en vous disant « Mais qu'est-ce qu'il fout là ?»
au vu de comment il est dépeint dans l'animé, et au vu de comment il est crack-broken en fait. Mais en fait, le Pokédex s'intéresse surtout à sa conception, notamment dans Rouge et Bleu, où on peut lire qu'il est le fruit d'expériences génétiques horribles et malsaines. C'est d'ailleurs ce qu'on peut voir dans le premier film Pokémon, dans son intro qui, fun fact, avait été censuré dans la version occidentale. Il est donc seulement classé ici parce que le Pokédex ne donne pas vraiment une idée de sa puissance. Il peut nous dire qu'il est féroce ou optimisé pour le combat, mais pas vraiment d'idée précise d'à quel point il est abusé. Chose qui pourrait changer en prenant en compte ses méga évolutions. J'en sais rien, peut-être. Clin d'œil, clin d'œil. On a donc fini maintenant avec les Pokémon qui peuvent vous blesser. Il est maintenant temps d'introduire notre troisième tiers de dangerosité, j'ai nommé les Pokémon dangereux. Nouvelle catégorie, nouvelle liste qui s'affiche à l'écran et surtout, nouveau niveau de dangerosité. On entre dans les Pokémon qu'on a classés dangereux. Ces Pokémon, ils peuvent faire des dégâts irréversibles ou même vous tuer pour la plupart. Ils sont moins nombreux déjà que les catégories précédentes, mais ils le sont toujours un certain nombre, donc on va encore une fois pas s'attarder sur tous. Mais leur dangerosité accrue amène souvent des détails un peu plus intéressants à raconter. Et on commence cette catégorie par Excellang. Il fait partie des Pokémon qui sont assez surprenants de voir aussi haut dans la tier list, mais dans Pokémon Jaune, on peut apprendre qu'un contact avec sa langue cause des paralysies. Et dans Pokémon Épée, on nous dit que sa salive cause des démangeaisons qui ne s'arrêtent jamais. De quoi faire de votre vie un véritable enfer. Donc après avoir passé le Pokémon de toutes les blagues douteuses, on va enfin pouvoir passer sur les deux autres évolutions de cette génération. On commence avec Pyroli, qui selon Horde Gold, a son corps qui est à 1700 degrés Celsius. Ce qui est déjà pas mal dangereux, mais en plus Pokémon Jaune nous dit qu'il peut cracher du feu à plus de 1000 degrés également. Alors je dis ça, en réalité c'est plutôt un exemple, parce qu'il n'y a pas deux professeurs qui sont d'accord entre eux. Non, parce que genre, t'as Rouge et Bleu qui nous dit que sa température est à 1600 degrés, t'as Diamant et Perle après qui nous dit que précisément sa glande enflammée est à 900 degrés, t'as Platine qui fait comme Heart Gold et qui nous dit qu'il est à 1700, puis après t'as Stadium qui nous dit qu'il est un peu plus frais, il est à 1650, et par contre que son souffle enflammé peut atteindre les 3000 degrés. Ce qui est énervé, hein, on va pas se mentir, mais par contre il serait de bon ton de vous mettre d'accord. Fort heureusement, la dernière évolution, Voltali, crée un petit peu moins de querelle entre les professeurs. Et j'ai menti! Dans Pokémon Rouge et Bleu, on nous dit qu'il peut envoyer des décharges à 1000 volts. Alors que dans Pokémon Diamant et Perle, on nous dit qu'il peut contrôler une puissance de 10 000 volts. Et déjà, l'ingénieur en voix a déjà envie d'exploser en lisant cette simple phrase. Mais en plus, l'écart là, entre les deux, il est gigantesque. Ça s'invente pas du tout, un facteur 10. Il y a forcément un des deux qui est incompétent pour les mesures. Hein. Et tant qu'on est sur la surenchère d'électricité, il est maintenant temps que je vous parle de Raichu, qui dans Pokémon Perle peut supposément libérer une décharge de 100 000 volts. Ce qui en fait un recordman de la génération. Félicitations! Mais recordman de courte durée. Parce que finalement, la forme de issue de électrode peut apparemment relâcher un courant électrique d'une intensité atteignant 20 fois celle de la foudre. Pour info, la foudre, c'est 200 000 ampères et aux alentours de 100 000 volts. Pardon, 100 millions de volts. Ouais, on n'est pas loin du Pokémon le plus puissant de cette génération. Et en rétrospective, il aurait peut-être dû être dans le tiers du dessus. Bon, je vous rassure, on en a enfin fini avec l'électricité pour ce tiers. Maintenant, c'est l'heure de ce que j'ai appelé la Ligue des casseurs de murs. Et on va commencer par Tignon, qui, selon Jaune, peut perforer le béton comme un marteau-piqueur. Mais en plus, ça va se préciser dans Pokémon Écarlate, qui nous dit qu'il peut lancer des points à une vitesse de 500 km/h. Alors pour info, j'ai cru lire qu'en moyenne, la vitesse d'un coup de poing de boxeur, c'est 9 mètres par seconde. Ce qui fait au grand max 36 km/h. Donc clairement, vous voulez pas vous prendre une droite par un Tignon. Et pour le coup, je vous déconseille également de vous faire mordre par Ratatak. En effet, dans Pokémon Perle ou Platine, on peut apprendre que ce dernier peut transpercer le parpaing avec ses dents. Et là-dessus, j'aimerais juste souligner à quel point c'est commun comme Pokémon, et l'ampleur des dégâts que ça peut causer. Ça, et le fait que la Team Rocket ont quasiment une fois sur deux un Rattata ou un Ratatak, et qui pourraient juste détruire toutes les villes si jamais ils avaient un minimum d'organisation en fait. Et pour rester dans les dentitions un peu exceptionnelles, je vais vous parler rapidement de Ptera, qui, selon Bouclier, a une dentition qui se rapproche d'une scie et peut percer la peau des Pokémon acier. Alors en réalité, je vous en parle surtout parce que sa méga évolution aurait ses rochers qui seraient plus durs que le diamant. Encore Game Freak ? Et c'est même pas fini.
Parce que Nidorino, en plus d'avoir une corne venimeuse selon Jaune, peut également briser tous les rochers sur son passage avec, comme vous l'avez deviné, sa corne qui est plus solide que le diamant. Et là je sais même plus à combien on est de mention du diamant, mais ça commence à être sacrément élevé. Je vous l'avais dit au final que j'allais faire un compteur. Et pour finir avec les Pokémon qui aiment manifestement éclater un peu tout sur leur passage, surtout si c'est des murs, on a Gravalanche qui, vous l'avez compris, porte très bien son nom, car il est décrit dans rouge et bleu comme pulvérisant tout sur son passage lorsqu'il dévale une colline. Et maintenant qu'on a enfin lâché les passe-murailles, on va pouvoir augmenter un petit peu la pression avec Mega Mewtwo X. Je vous avais dit qu'on reparlerait des méga évolutions de Mewtwo, et celle-là c'est la première. Car non content de pouvoir courir le 100 mètres en 2 secondes, ce qui équivaut à 180 km/h, il est également capable d'exercer une pression d'1 tonne selon Pokémon Let's Go. Après, clairement, niveau pression, il est rien comparé à un Crabos, qui peut apparemment déployer une pression de 100 tonnes à l'aide de sa pince, d'après Jaune, en plus d'être dur comme de l'acier, et d'apparemment avoir une puissance de 10 000 chevaux selon Platine. Moi, tout ce que ça m'évoque, en plus du fait que l'évolution d'un des Pokémon légendaires se fasse battre par un littéral crabe, c'est que manifestement, Game Freak, ils vont utiliser absolument tout, sauf le Metric System. Alors là par contre j'ai pas vraiment de transition, mais laissez-moi vous parler de Pokémon qui puent, mais à un niveau olympique. C'est le cas de Grotanmorph par exemple, dont on nous dit dans Pokémon Jaune que son odeur provoquerait des évanouissements. En plus selon Platine, de tuer instantanément les plantes et les arbres au contact. Ce qui est toujours un énorme problème, on le rappelle. Mais dans la même veine, laissez-moi vous parler de Orchid qui pue. Mais qui pue à quel point ? Bon, si jamais on enlève le fait que, selon Jaune, une personne sur 1000 a un kink sur sa bave, je sais vraiment pas pourquoi ils ont marqué ça et qui a demandé en fait finalement. Bah on nous dit dans Pokémon épée que sa puanteur fait perdre connaissance jusqu'à 2 km à la ronde. Genre, t'as un Orchid à 2 km, tu t'évanouis. Pour le coup, je pense que personne ne peut rivaliser avec la puanteur d'Orchid. À part peut-être un joueur de League of Legends finalement. Alors avant de passer aux descriptions légèrement glauques du tiers, on va faire un petit tour du côté des champions de vitesse, avec Collector de Galar qui, d'après Bouclier, en plus d'avoir une patte qui pulvérise un camion Ben, en un coup bien évidemment, il peut courir à 300 km/h dans les montagnes. C'est néanmoins beaucoup moins rapide que Roucarnage, qui, selon Jaune, va à Mach 2, soit 2500 km/h et égale donc Dracolos. Mais contrairement à ce dernier qui lui guide les voyageurs, lui on nous dit qu'il est capable de déraciner des arbres avec ses ailes, selon Platine, et de créer des tourbillons, selon Heartgold Soul Silver. Et enfin, pour finir avec la vitesse, on a un sécateur, dont on nous dit que les coups sont pratiquement imparables, et que selon Bleu, il va tellement vite qu'il donne l'illusion d'être en groupe, et dans Heartgold Soul Silver, qu'il n'est pas visible à l'œil nu. Ouais, on est probablement sur le Pokémon le plus rapide de cette génération, et voire finalement de toutes les générations confondues, je pense. Et comme dit avant, on passe maintenant aux descriptions légèrement glauques de ce tiers. On commence donc par Aquaquack, qui, dans Pokémon Bouclier, nous dit que ce Pokémon entraîne au fond de l'eau tous ceux qui osent souiller sa rivière. On a donc un Pokémon qui est inspiré du Kappa, qui est une créature du folklore japonais. Un Pokémon qui, lui par contre, est inspiré d'un autre folklore, c'est Nosferalto, qui lui est inspiré des vampires, et qui, selon Soul Silver, peut boire près de 3 litres de votre sang en un seul coup, sur la moitié de votre sang, et vous tuerez donc instantanément sur le coup. On a donc parlé ici de blessures très physiques, mais des blessures beaucoup plus spirituelles peuvent vous être infligées dans Pokémon, notamment Sulfurat Galar, qui est décrit dans Pokémon épée comme pouvant consumer intégralement l'âme de quiconque en est la cible. Ouais, en somme un oiseau que t'as pas super content de croiser, je pense. Et pour finir avec ce tiers de dangerosité, et passer donc au stade encore supérieur, je vais donc vous parler, une fois n'est pas coutume, d'une lignée d'évolution. En effet, Phantominus, Spectrum et Ectoplasma ont tous été classés dans cette catégorie. Phantominus car sa description de Platine nous décrit que son corps de gaz peut asphyxier n'importe qui en quelques secondes. Le Pokédex de Soul Silver nous précise qu'un ennemi léché par Spectrum est pris de tremblements jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et enfin, Ectoplasma, selon Perle, volerait l'énergie vitale de sa proie et serait caché dans un coin sombre de la pièce. Voilà, on a donc fini avec les Pokémon qui peuvent vous causer des dommages irréparables ou vous tuer. On va donc parler de Pokémon encore plus dangereux, et la dernière catégorie de la vidéo, j'ai nommé le top 15 quoi.
Ça y est, on est arrivé à la dernière partie de cette vidéo, d'ailleurs probablement celle pour laquelle vous avez cliqué d'ailleurs. Dans cette catégorie, on va revenir donc sur les 15 Pokémon les plus dangereux de cette génération. Je précise juste que c'est pas particulièrement bien ordonné, car vous le verrez, c'est assez difficile de donner un ordre très précis. On a jugé ces Pokémon néanmoins capables de détruire une ville, voire la planète pour les plus puissants, et on va pouvoir commencer donc avec le premier Pokémon de cette liste, j'ai nommé Métamorphe. Alors lui je le mets ici parce que le mettre en tout dernier ça aurait été vraiment très décevant, mais très clairement il est contender pour être le plus puissant d'entre tous. Déjà dans rouge et bleu on nous dit qu'il peut copier le code génétique de ses ennemis, donc n'importe quel Pokémon assez dangereux pour être dans ce tiers, il peut le copier. Mais en plus, Violet nous raconte quant à lui que c'est toute forme de vie qu'il peut copier, donc en plus des Pokémon il pourrait aussi être un président, ce qui peut poser de sacrés problèmes internationaux, mais passons, parce que la 4ème génération nous dit qu'il peut se transformer en tout, et en tout ce qu'il voit. Alors vous pensez déjà à une bombe nucléaire ou n'importe quelle arme de destruction massive, mais on peut aller encore plus loin. Il peut se transformer par exemple en étoile, ou en trou noir s'il a de très bons yeux, et donc vaporiser instantanément la planète, ou encore pire, par exemple à une dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin bref. C'était absolument sûr que Métamorphe ça allait être une source de problème. Et on va pouvoir passer au Pokémon suivant qui est donc Triopiqueur. Alors je préviens juste, on descend drastiquement dans l'échelle de puissance. Mais en tout cas, Pokémon Jaune nous dit qu'il peut creuser à 90 km/h. Alors j'avais besoin de vous le dire parce que clairement, je le vois de loin ce Pokémon et je me dis pas qu'il peut atteindre ces vitesses là. Mais selon Rouge et Bleu, il est aussi capable de créer des séismes à plus de 100 km de profondeur. Et Soul Silver nous précise que ce serait sur tout type de sol. Clairement, plein de catastrophes peuvent venir de lui, et il peut donc très facilement détruire une ville, je pense. J'ai pas besoin de vous imaginer le problème. Aussi, il est aussi décrit comme seulement un assemblage de Triopiqueur. Vous savez, le truc qu'on trouve absolument partout dans les cavernes. On va quitter le sol maintenant pour se concentrer un peu au ciel et aux nuages, avec le prochain Pokémon qui n'est autre que Elector, qui, vous en doutez, peut contrôler la foudre, selon Platine, lancer des éclairs, selon Rouge et Bleu, et également provoquer de gigantesques orages, selon Earth Gold. Alors j'ai déjà parlé d'orages dans des tiers plus bas, avec Pikachu notamment, mais ils avaient besoin d'être en groupe ceux-là, contrairement à Elector qui peut donc lancer des éclairs et faire abattre un orage tout seul. Et non, clairement ça a l'air vraiment trop bien le monde de Pokémon, entre la taupe siamoise qui fait des séismes, la plante qui pue à t'en faire t'évanouir, et l'autre Zozio là qui s'il est pas content, il va détruire ta ville sous les éclairs. On les a pas encore abordés, mais parlons un petit peu des Pokémon Rhinocéros. On commence donc avec la petite évolution qui est donc Rhinocort. Alors déjà, il est décrit comme très résistant, avec une ossature 100 fois plus résistante à celle de l'homme, selon Pokémon Rouge. Sadium, quant à lui, nous dit qu'il peut détruire n'importe quel immeuble, et Platine surenchérit en nous disant qu'il peut détruire n'importe quel bâtiment. Bon, il y a aussi marqué sur plusieurs générations qu'il est con comme une brique, mais rien qui pourrait le faire descendre de ce tiers de dangerosité, croyez-moi. Et vous l'avez deviné, on va également parler de son évolution. Rhinophéros, qui, dans la première génération, nous est décrit comme pouvant survivre à plus de 3600 degrés. Et je n'ai aucune idée de comment ils ont pu tester ça, parce que certaines étoiles sont à plus de 3600 degrés. Mais en plus, sa corne sur sa tête est très solide. Diamant et Perle nous dit que sa corne peut traverser la pierre la plus dure, ce qui est déjà pas mal, mais Écarlate nous précise donc qu'elle peut briser le diamant. Oui, encore ce foutu diamant. Et enfin, Pogo nous dit que sa queue peut détruire un bâtiment d'un seul coup. Ok, détruire un bâtiment d'un seul coup de queue, c'est bien. Mais est-ce que détruire un bâtiment juste par la pensée, c'est pas plus impressionnant encore? Ouais, on est d'accord. Et c'est d'ailleurs le cas de Mega Mewtwo Y qui nous est décrit comme ça dans le Pokédex. J'aurais aimé faire une section un peu plus longue sur lui, mais malheureusement, vu que c'est une méga évolution, il n'y a quasiment pas de description supplémentaire dans le Pokédex. Mais c'est probablement la version la plus puissante de Mewtwo, en tout cas comme c'est décrit dans le Pokédex. Je n'ai aucune idée de la stratégie, ok? Venez pas me chercher. Et après en avoir fini avec un Pokémon aussi iconique que Mewtwo, et ses 3 apparitions dans cette vidéo, c'est maintenant au tour de Tortank d'apparaître. Alors déjà, on se doutait qu'avec ses énormes canons dans sa carapace, ça allait être un problème, mais Platine nous annonce déjà que ces canons sont capables de percer le métal le plus résistant, en plus d'être très précis selon Pogo et Masters, nous indiquant qu'il est capable de toucher sa cible à plus de 50 mètres de distance. Aussi Violet nous raconte qu'il utilise ses canons en tant que réacteur et peut charger ses adversaires avec la force d'une fusée. Ce qui signifie que potentiellement Tortank peut atteindre l'espace.
alors qu'il est toujours incapable d'apprendre vol. Il est maintenant temps d'en finir avec les starters de cette génération, avec Dracofeu. Alors c'est un dragon, on n'a tous aucun mal à s'imaginer pourquoi il est dans ce tiers. Il nous informe par exemple qu'il est capable de voler à 1400 mètres d'altitude, ce qui est son côté sympathique un peu. Mais ce qui est moins sympa, c'est que la première génération nous raconte qu'il est notoirement la cause d'énormes incendies. Stadium nous précise qu'il peut faire fondre rapidement un glacier de 10 000 tonnes, ce qui est assez énervé, et Soul Silver nous raconte qu'en plus il est capable de faire fondre n'importe quoi. Aussi en plus, Mega Dracofeu Y peut apparemment voler plus vite qu'un avion à réaction par-dessus le marché. Ayant fini avec les starters, on part maintenant sur des niveaux absurdes de puissance. À commencer par Nidoking, qui, vu qu'il veut faire comme tout le monde selon Jaune, a une peau d'acier et peut percer le diamant. Soul Silver nous raconte qu'il peut très facilement briser la colonne vertébrale de ses ennemis. Bon, c'est un petit peu dangereux, mais pas au point de finir dans cette catégorie. En revanche, Pogo nous raconte que lorsqu'il se déchaîne, plus rien ne peut l'arrêter. Bon, plus rien, sauf Nidoqueen d'après épée. Mais c'est vous dire le niveau de la menace. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de Nidoking ou beaucoup de Nidoqueen. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est qu'il nous en reste plus que 5, dis donc. J'ai actuellement aucune idée de la durée de la vidéo actuellement. Mais merci déjà d'être resté jusqu'ici et... Vous êtes prêts pour le top 5 ? Eh ben, c'est parti. Et on commence ce top 5 par... Machopper. Bon, lui, c'est un cas un peu particulier en réalité, car Diamant nous dit que sa ceinture permet de le contenir. Et on a le droit de se demander, mais pourquoi ? Et quelle est la puissance qu'il aurait sans sa ceinture ? Bon, Pearl nous dit qu'actuellement il soulève un camion d'une seule main, c'est beaucoup. Pogo nous dit qu'un seul doigt suffirait à soulever un sumo. Et apparemment, d'après Heartgold, il se fatigue... jamais. Mais du coup, je comprends pas, il a quoi de si exceptionnel ? Attendez, je suis désolé, faut que je réponde. Ah salut Pokémon jaune, qu'est-ce que tu ramènes ici ? Ok, moi je vais leur dire. Eh bien d'après le poteau Pokémon jaune, il serait invincible et incontrôlable sans sa ceinture. Ouais, rien que ça. Et puis, bon, si vous voyez Machopper ici, je me doute que vous vous doutez que Macogneur, bah c'est pas beaucoup mieux. Dans Rouge et Bleu, on nous dit que ses poings sont assez puissants pour faire voler ses adversaires, un peu comme la Team Rocket de l'animé là. Pokémon Arceus nous raconte quant à lui qu'il est capable de porter 1000 coups en un battement de cils. Tignon a qu'à bien se tenir, clairement. Et enfin, Pokémon Jaune, oui, décidément encore lui, nous raconte qu'un seul de ses bras soulève une montagne et que rien ne résiste aux 4 bras en même temps. Si ça pour vous c'est pas une menace planétaire, je ne sais pas ce qui pourrait l'être pour le coup. Eh bien pour le coup, peut-être Magmar. Alors déjà, sachez que j'ai rappris en écrivant cette vidéo qu'il était de la première génération et non content d'être vraiment très moche, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Alors, dans Pokémon Rouge et Bleu, on nous dit que son corps est en fusion et qu'il brûle d'une flamme orange. Ok, donc il est chaud. Bouclier nous raconte qu'il est lui aussi la cause d'incendie, j'ai envie de dire tu m'étonnes vu que son corps est en feu littéralement. Diamant et Perle nous dit par la suite qu'il flambe comme un soleil. C'est déjà un peu plus un problème, mais bon, c'est sûrement une exagération des scientifiques de l'époque. Soul Silver nous dit également qu'il brille aussi comme un soleil. Bon bah, décidément, ils aiment bien le soleil, mais bon, ça passe encore et... Ah bah, j'ai rien dit. Pokémon Violet nous raconte qu'il a des flammes qui sont comparables à celles du soleil. GG's, on n'aura rien pu faire. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin sur ce qui se passerait s'il y avait un truc chaud comme le soleil qui popait sur la Terre, mais bon, comme ça, spoiler, ça tiendrait pas très longtemps, quoi. On peut dire que ça fait pas long feu. Mort de rire. Et maintenant, ça y est, on va parler des 2 Pokémon que je trouve les plus abusés de cette génération, et vous allez assez vite comprendre pourquoi. On va parler, évidemment donc, si jamais vous avez suivi jusqu'ici, de Léviator. Alors, Léviator, c'est quoi son palmarès ? Et ben déjà, Rouge et Bleu nous dit qu'il rase des villes entières dans un accès de rage, donc clairement, c'est pas une très bonne base pour être safe. Diamant et Perle nous dit qu'il ne s'arrête que lorsqu'il a rasé les plaines et les montagnes aux alentours, donc clairement, il va pas laisser beaucoup de survivants, sachant que Platine y surenchérit en disant qu'il rase tout ce qui l'entoure, donc clairement, il y a aucune chance de survivre à lui si jamais il est un peu énervé. Soul Silver continue d'ailleurs encore sur cette lancée en nous racontant qu'il est enragé jusqu'à ce que
tout soit détruit, donc très clairement, ça ne sert à rien d'essayer de le raisonner en plus de cela, c'est pas comme Nidoking quoi. Et enfin, Épée nous dit qu'il tire des lasers capables de désintégrer n'importe quelle cible. Non, clairement ce Pokémon c'est une arme de destruction massive, globalement rien ne peut l'arrêter sur la surface de la Terre. Et si jamais il est énervé, on est, je pense, globalement tous morts. Ce qui m'amène donc, vous l'avez compris, à sa méga évolution, qui est décrite dans Pokémon Lune comme pouvant atteindre la vitesse du son, en plus de tout cela, et Ultra Soleil nous raconte qu'en méga évoluant, il est devenu encore plus violent et plus destructeur que d'habitude, faisant donc, pour moi, probablement de ce Pokémon la menace la plus importante de toute la première génération. Ça y est, il est enfin l'heure de conclure, mais avant de faire tout ça, j'aimerais juste faire un petit point statistique. Sur les 168 Pokémon qu'on a classés dans cette première génération, seuls 30% d'entre eux ne vous feraient aucun mal, et encore on a été super généreux. 70% d'entre eux donc peuvent vous blesser au minimum, et seuls 52% de ces 70% donc peuvent vous faire des dégâts mineurs. On a donc 30% de la première génération qui peuvent vous causer des dégâts irréparables ou vous buter, et plus de 10% qui peuvent sûrement raser des villes ou détruire la planète en fait. Pour le coup, ouais, j'ai pas énormément insisté là-dessus, mais quand on lit la description du Pokédex, le monde de Pokémon y regorge de dangers et de problèmes. Des Pokémon qui sont mauvais à t'en faire perdre connaissance, mais surtout, j'étais étonné du nombre de Pokémon qui peuvent être des armes de destruction massive. Mais surtout, à quel point ils étaient communs. On a parlé des starters, mais je rappelle que Léviator, c'est l'évolution d'un Magikarp. Magikarp que tu trouves partout, et même acheté dans certaines générations pour 500$. Concernant la manière dont sont écrites les descriptions, pour le coup, à notre grande surprise, près de la moitié sont en fait relativement banales. Et près d'un quart sont relativement ridicules, et 1 sur 5 est pour le coup vraiment ridicule. Mais c'est aussi car on a des Pokémon avec une puissance qui est abusée en fait. Ou à la résistance qui fait aussi aucun sens. Enfin pour finir là-dessus, on a seulement une description sur 8 qu'on a trouvé un peu glauque pour le coup. J'aimerais maintenant conclure sur une réflexion que je me suis faite en écrivant cette vidéo. Alors les jeux vidéo Pokémon, c'est destiné à des enfants. Ne pas avoir de données scientifiques en utilisant les Newton par exemple pour les forces, c'est pas si étonnant, on est d'accord. Mais les différents professeurs Pokémon, ils sont présentés comme les plus grands scientifiques de leur région. Et en lisant les descriptions Pokémon, pour moi ça m'a ramené à penser deux choses. 1. Soit les professeurs sont effectivement des scientifiques sérieux, et dans ce cas-là, je pense qu'ils l'ont écrit en étant enfants. Et là, bah tu vois, le Léviator, il détruit tout sur son passage. Mais d'un autre côté, l'utilisation de superlatifs à outrance et la comparaison systématique avec le diamant, augmentant donc la puissance et le sensationnel d'un peu tous les Pokémon qu'on peut lire, me fait en fait beaucoup plus penser à de grands reporters. Et je ne comprends pas forcément pourquoi on a autant insisté sur le fait que c'était des scientifiques, plus que des reporters ou des aventuriers qui auraient pris des notes sur tous les Pokémon qu'ils ont pu croiser durant leur voyage. Dans cette vidéo, on aura donc traversé l'intégralité de la première génération. Et on en a vu des choses bien ridicules. Pourtant, je suis même pas sûr qu'on a obtenu la réponse qu'on a posée au début de cette vidéo. Je veux dire, l'idée à la base de cette vidéo, c'est venu parce que un soir j'avais pété un câble sur le fait que Groudon mesure 3,50 m et selon sa description du Pokédex, il peut déplacer les continents. C'est un peu cette disparité entre la taille et la pure folie des descriptions qu'il y a dans le Pokédex qui m'avait attiré à la base. Et j'espère que ce premier voyage et ce projet de vidéo vous aura donc plu. Néanmoins, je ne peux malheureusement pas garantir qu'une vidéo sur une autre génération verra le jour. Cette vidéo a déjà pris énormément de temps à être faite, entre la lecture des descriptions, le classement, puis l'écriture, et enfin le montage de cette dernière. Enfin, comme vous pouvez le constater, YouTube n'est pas du tout mon métier. J'avais juste envie d'au moins m'essayer à faire cette vidéo pour partager ce projet fou. Et pour le coup, malheureusement, à l'heure où j'écris ces lignes, il n'y a pas encore de suite de prévu. On n'a pas commencé à lire les descriptions des autres générations. Néanmoins, si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite quand même à la partager pour qu'un max de monde puisse, je l'espère, apprendre quelque chose sur leur univers préféré. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne car si jamais il y a une suite qui voit le jour, je la posterai sûrement ici. Je vous invite également à me suivre sur mes différents comptes Twitter, que ce soit pour suivre mes news sur le dessin ou éventuellement si jamais je suis en train de travailler sur une suite ou si vous avez envie de me dire qu'il faut que j'en fasse une. Enfin, juste avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à revoir cette vidéo pour corriger les différentes erreurs. Évidemment, également mon pote avec qui j'ai fait le classement. Et encore une fois, j'aimerais remercier le projet Poképédia car, je l'ai dit en tout début de vidéo, mais jamais cette vidéo n'aurait pu voir le jour sans un accès aussi facile aux descriptions des différentes générations. Et ça y est,
cette vidéo est donc terminée. Je vous dis donc potentiellement à une autre fois si jamais j'ai le courage. Prenez soin de vous et peut-être à la prochaine du coup.